Nos premiers panélistes. Donc, nous avons Daniel Millhomme et Frédéric Banville. Euh, Daniel Millhomme est professeur titulaire en soins critiques au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis. Il a un doctorat en sciences infirmières de l'Université de Laval et il s'intéresse principalement au processus de surveillance clinique et au développement et à l'utilisation d'environnements virtuels pour la formation et la recherche qui portent sur les professionnels de la santé. Il est un des idéateurs, créateurs, fondateur du projet vraiment extraordinaire que j'ai eu la chance de visiter, qui est l'unité virtuelle de soins, qui est un hôpital numérique qui a été développé à partir de la technologie de réalité virtuelle immersive et qui permet à des étudiantes en sciences infirmières de développer, d'affiner, de forger un meilleur jugement clinique. Frédéric Banville, quant à lui, est aussi professeur à l'UQAR. Il est docteur en psychologie et c'est un neuropsychologue. Il est professeur titulaire aussi à l'UQAR. Et là, il enseigne l'évaluation des troubles mentaux, la psychopathologie et les méthodologies de recherche en psycho, comme en sciences infirmières. Il est directeur du laboratoire de recherche et de développement du numérique onirique, où il encadre plusieurs personnes qui sont bachelières et doctorantes. Il est l'auteur du livre Comment faire face à son quotidien au travail quand Atlas rencontre Sisyphe, un très, très chouette titre, qui est publié aux presses de l'Université du Québec. Il a récemment été co-lauréat du prix d'excellence en enseignement de l'Université du Québec avec Daniel Millhomme, justement pour le projet de l'unité virtuelle de soins. Et ils sont ici aujourd'hui pour vous en parler. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être là et la parole est à vous. Parfait, merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup de votre accueil aujourd'hui. Ça nous fait extrêmement plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, Frédéric et moi, pour vous présenter notre beau projet d'unité virtuelle de soins qui vise justement à former la relève de demain. Donc, c'est Frédéric qui va avoir le contrôle de la présentation. Je vais te faire signe, Frédéric, lorsqu'il va Oui. venir le temps de changer de diapo. Donc, le projet d'unité virtuelle de soins, comme Nathalie a dit tout à l'heure, c'est un hôpital en réalité virtuelle immersive, donc qui vise à former les professionnels de la santé, spécifiquement les infirmières, dans un environnement de réalité virtuelle, donc un hôpital. C'est un projet, comme je vous disais, qu'on roule depuis 2018. On est dans notre 8e année présentement. Donc, on va essayer d'être le plus concis. On a une vingtaine de minutes à peu près pour vous parler de ce projet-là qui pourrait prendre beaucoup plus de temps que ça, mais on va essayer de se circonscrire sur 20 minutes. Donc, Frédéric, on pourrait peut-être passer avec la prochaine diapo. Oui. Donc, qu'est-ce que l'unité virtuelle de soins? On parle d'un hôpital en réalité virtuelle immersive, mais c'est plus qu'un hôpital. Donc, l'unité virtuelle de soins, entre autres, c'est un projet collaboratif, démocratique et interordre. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que c'est un projet qui vise à développer ensemble pour utiliser ensemble. Donc, ce n'est pas uniquement un simulateur, c'est qu'on demande aux différents collaborateurs de venir avec nous, travailler sur le développement de scénarios, de validation de scénarios, de tests, de retests, etc., pour pouvoir, après ça, pouvoir utiliser ce simulateur dans leur milieu. Donc, c'est un projet qui vise à démocratiser la formation des infirmières, la démocratisation de la formation des professionnels de la santé. Et c'est aussi un projet qui est interordre. Autrement dit, on travaille autant avec des collèges, des universités, les universités du réseau UQ, des universités à Chartres, etc., dans le but justement de former les professionnels de la santé. Donc, si on parle de l'équipe multidisciplinaire, on parle d'une équipe multidisciplinaire, oui, et d'une équipe internationale. Quand on parle d'équipe multidisciplinaire, Frédéric est neuropsychologue, psychologue de formation. On travaille ensemble depuis 2018, depuis le tout début du projet. On a fait l'idéation du projet ensemble. Et on a travaillé avec plusieurs, puis on travaille encore avec plusieurs collaborateurs. Par exemple, on travaille avec des médecins pour la faculté de médecine, avec l'Université Laval, par exemple. On travaille avec des kinésiologues, on travaille avec d'autres psychologues, d'autres infirmières et infirmiers de différents horizons, donc de différents domaines d'expertise. Lorsqu'on parle d'une équipe internationale, c'est que le projet UVS, on va en glisser un petit mot tout à l'heure, mais le projet UVS s'inscrit aussi dans une perspective internationale avec la francophonie. Donc, on a un projet de scénario de code orange là, ou de scénario catastrophe, si on veut, qui se déroule à l'extérieur de l'hôpital. C'est un projet qui est travaillé en collaboration avec la France, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et naturellement le Canada.
avec des expertises, encore une fois, complémentaires à celles qu'on a ici. Si on y va avec la dernière tuile, on parle d'un projet où est-ce que c'est un environnement qui est dynamique, qui est interactif et qui est sécuritaire. Je vous dirais que c'est les forces du projet, c'est de réussir à exposer des étudiantes dans un environnement qui est sécuritaire pour elles, tant émotionnellement que physiquement parlant, qui est interactif avec un système qui va réagir aux différentes décisions que les utilisateurs vont prendre. Et naturellement, c'est catégorisé comme étant un environnement qui est virtuel, qui est dynamique, qui est très, très, très engageant pour les étudiants. Donc, Frédéric, je vais te laisser poursuivre un petit peu. Parfait. Donc, tu en as parlé un peu, là, Daniel, de la philosophie derrière l'unité virtuelle de soins. C'est de développer ensemble pour utiliser ensemble. Donc, dans notre infrastructure partenariale, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont dans différentes organisations, dont les universités, évidemment. Donc, le projet a commencé avec le réseau de l'UQ. C'est notre première subvention obtenue. Ça a été avec justement un programme qui s'appelle FODED, où on a regroupé à l'époque les 5 constituantes de l'UQ qui offraient des sciences infirmières, en fait. Et le premier volet qu'on a développé, c'est le volet des soins critiques là, avec l'équipe. Par la suite, et rapidement, en deuxième temps, on a développé des beaux partenariats avec plusieurs milieux cliniques, dont le CIUS de la capitale nationale à Québec, les CIS Montérégie-Est et autres, Chaudière-Appalaches, BSL également. Donc, les milieux cliniques sont très impliqués également là, dans le projet. Donc, le premier élément, celui des universités, c'est de développer pour la formation universitaire, évidemment, pour pouvoir former des infirmières de demain. Et le volet 2, les milieux cliniques, c'est pour répondre à des besoins pointus et spécifiques qui émergent, en fait, dans les milieux cliniques pour disponibiliser des nouvelles méthodes de surveillance ou en tout cas pour exposer les infirmières à des cas plus rares. Quand on est dans le Bas-Saint-Laurent, par exemple, on est sous-exposé par exemple, en périnatalité là, à certaines conditions. Donc, on a, entre autres dans le volet obstétrique, là, qu'on va voir tout à l'heure, développer là, des situations plus rares là, pour stimuler les infirmières dans l'acquisition ou le maintien de leurs compétences. Évidemment, tantôt tu as dit, Daniel, que c'était interordre. Donc, forcément, nos cégeps de la province, soit via cégep virtuel ou directement via les cégeps concernés. Donc, on essaie dans le continuum DECBAC, là, dans le fond, d'avoir des outils de formation ou de développement des compétences qui soient cohérents d'un ordre à l'autre, donc du cégep vers l'université. Et finalement, pour compléter là, ce que Daniel nous disait tout à l'heure, on a un volet francophonie qui concerne l'international, en fait. Là, il y a le Canada, mais il y a aussi plusieurs pays, on pourra les mentionner tout à l'heure, qui sont impliqués dans notamment le code orange ou le code blanc si on va dans un autre partie là, de l'Europe. Donc voilà, qui constitue la grande équipe là, qui développe plusieurs scénarios d'unités virtuelles de soins. Alors, qu'est-ce que c'est notre but ultime? Donc, quand Nathalie était venue nous visiter, on en a parlé. Le but ultime, c'est de permettre à la personne étudiante de développer ses compétences en transposant ce qu'elle a dans ses cours théoriques vers la pratique. Donc, d'être une espèce d'hybridation entre les cours et les laboratoires ou les stages, dans le fond. Donc, c'est de recréer une opportunité là, de transfert des connaissances pour pouvoir mieux développer les connaissances, les compétences, c'est-à-dire ce qui est vraiment important en sciences infirmières. Et c'est quoi la solution qu'on propose à notre clientèle ou aux infirmières en milieu de pratique? Eh bien, c'est d'utiliser l'unité virtuelle de soins par la réalité virtuelle et ses différents modes dont je vais discuter tout à l'heure. Maintenant, j'ai une vidéo là, à vous proposer qui expose un peu qu'est-ce que c'est l'unité virtuelle de soins. Vous allez voir des images de l'unité puis entendre aussi Daniel un peu expliquer qu'est-ce que c'est.
L'unité virtuelle de soins est un hôpital en réalité virtuelle immersive et non immersive qui est développé depuis 2018 par des chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski en collaboration avec des partenaires du milieu universitaire, collégial et clinique. C'est un projet qui vise, entre autres, le développement des compétences des infirmières en soins critiques, en obstétrique, en gérontologie, en oncologie, en soins palliatifs et en soins généraux. L'UVS s'adresse principalement aux étudiantes et aux étudiants, mais aussi aux infirmières et aux infirmiers d'expérience. On souhaite donc permettre aux professionnels de la santé, à l'aide d'un laboratoire virtuel, de vivre des situations cliniques authentiques dans lesquelles ils peuvent prendre des décisions sans conséquences réelles pour les patients. Donc, de vous parler, comme je l'avais abordé un peu brièvement tout à l'heure, des modalités pédagogiques qui sont utilisées via l'unité virtuelle de soins. Donc, on en a trois de développés jusqu'à maintenant. Euh, oups, quand ça va bien. Euh, voilà, les modalités pédagogiques en question sont la réalité virtuelle immersive, évidemment. C'est la première sur laquelle on a travaillé, c'est-à-dire que l'étudiant navigue à travers l'environnement avec un casque, un MetaQuest, actuellement, là, un casque de réalité virtuelle, et il contrôle son environnement avec les contrôleurs, donc les manettes. On a aussi développé pour les personnes, pour le développement numérique, c'est très utile, mais aussi pour les personnes qui sont à distance, dans les régions, qui n'ont pas nécessairement accès au matériel sur les campus, mais qui veulent pratiquer ou en tout cas s'exposer aux scénarios cliniques. On a la réalité virtuelle non immersive, c'est-à-dire celle qui peut se vivre avec la souris, le clavier, un écran et un ordinateur standard. Et puis Daniel pourra préciser tout à l'heure, mais cette partie-là, cette version-là de modalité pédagogique demande moins de ressources au système que celle avec le contrôleur et le casque. Et puis, on a ici les capsules vidéo qui sont disponibles sur le pavillon Rennes, qui sont simplement, en fait, une mixité entre naviguer dans la réalité virtuelle et pas interagir, mais entendre une infirmière ou un infirmier exposer des situations cliniques. Et c'est des courtes vidéos qui peuvent être utilisées par les enseignants ou voire même modifiées, puisque c'est du matériel qui est libre de droit, en fait. Et puis, ça m'amène finalement, Daniel, à te céder la parole pour tout ce qui est des questions de pérennisation. Oui, effectivement. Des éléments des enjeux qu'on a en tant que tel, c'est qu'on veut pérenniser le projet d'unité virtuelle de soins. On parle d'un projet qui dure depuis 8 ans, mais on veut poursuivre justement ce développement-là et de pouvoir distribuer ou du moins offrir le simulateur. Donc, il y a des points clés, il y a trois tuiles qui vont représenter les points clés, je vous dirais, qui sont dans la mire présentement. Tout d'abord, c'est que pour un projet comme ça, on parle de 14 employés au moment où on est là. Donc, c'est quand même une petite PME, je vous dirais, là, à travers l'université, si on veut, à travers le département. Donc, ça prend un leadership, je vous dirais, collaboratif. Donc, un leadership qui est vraiment rassembleur, qui est fort, mais qui est aussi créatif. Autrement dit, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir un peu à quoi va ressembler le projet, ou du moins être suffisamment visionnaire pour voir à quoi va ressembler le projet l'année prochaine ou dans 2 ans, par exemple. Donc, ça, je vous dirais que c'est une des trois principales caractéristiques en termes de leadership. Si on y va avec la deuxième tuile, Frédéric, on a l'idée d'avoir une équipe multidisciplinaire. Donc, ça, on y tient vraiment, d'être capable de travailler, oui, en psychologie, oui, en sciences infirmières, mais également en développement numérique. On a des artistes numériques, on a des gens en programmation, en informatique, en génie informatique. Donc, on a des gens de tout acabit, si on veut. Donc, d'avoir un projet une équipe qui est multidisciplinaire, dans lequel on va avoir des expertises complémentaires. Donc, au moment où on est là, pour vous donner un aperçu, on a des gens qui sont en génie, mais qui sont en audio, par exemple.
pour avoir de la spatialisation au niveau du son, pour favoriser l'immersion. Juste pour vous donner un aperçu, on en a d'autres que c'est en montage vidéo pour les capsules vidéo et ainsi de suite. Donc, il y a des gens de différents avec des expertises complémentaires. Par le fait même, ça va demander aussi une structure administrative qui est quand même assez forte. Autrement dit, si on parle de pérennisation du projet, ça veut dire on parle de l'offrir, on parle d'avoir du soutien technique aux personnes qui vont vouloir, qui vont avoir des bugs informatiques, par exemple, qui vont vouloir se connecter, des clés d'activation, etc. Donc, il y a une question de structure administrative qu'il faut mettre en place. Et au niveau de la dernière tuile, Frédéric, on parle naturellement de financement parce que tout ça vient avec l'idée que ça prend des financements. Ça prend du financement. Tout d'abord, un financement qui est suffisant, mais qui est récurrent aussi. Comme on parle souvent, c'est que souvent, c'est des financements de recherche dans lesquels on va développer, puis après ça, faire une étude, mais le développement prend nécessairement une grande part des ressources financières. Donc, ça prend un budget de fonctionnement, si on veut, dans le but de mettre à jour le système, de l'actualiser pour éviter l'obsolescence en tant que telle, mais aussi de poursuivre l'innovation. Parce que le titre aujourd'hui, on voyait IA, par exemple, dans le titre de la présentation aujourd'hui, dans le titre des conférences d'aujourd'hui. Ben, c'est clair qu'on veut y aller. On veut y aller. Mais encore là, encore faut-il avoir les financements pour y aller. Donc, c'est tout ça. Fait qu'on a le leadership, une équipe multidisciplinaire, puis un financement qui est suffisant, qui est récurrent aussi. On peut passer à l'autre diapositive. Donc, on achève, mais pour justement parler de formation de la relève avec l'UVS, ben, qu'est-ce que ça va nous prendre? Ça va nous prendre, dans le fond, d'établir un partenariat interconstituant dans le réseau des UQ. Et on est en train de jongler avec l'idée, c'est presque la mise en place d'un groupe qui s'apparente à une communauté de pratique dans lequel les gens nous aident à travailler pour développer puis utiliser après ça. On l'a dit, on veut inclure différents domaines d'expertise, on veut impliquer des ressources enseignantes qui sont disponibles, intéressées et engagées. On veut rendre un simulateur qui est accessible et facile d'accès, dans le sens facile d'utilisation, que j'aurais dû marquer, là. Mais tout ça pour viser l'utilisabilité puis l'accompagnement avec du personnel de soutien. Donc, il faut bien encadrer les gens dans les laboratoires, par exemple. Il faut qu'on donne du matériel complémentaire pour bien guider dans les scénarios et ainsi de suite. Tout ça, c'est du travail qui est fait en marge du projet UVS. On veut maximiser l'utilisation des scénarios développés. Naturellement, au moment où on se parle, on va avoir 22 scénarios actuellement dans 5 étages de l'hôpital, plus un scénario qui se déroule à l'extérieur de l'unité de soins, qui est un scénario catastrophe. Donc, au total, on parle de 22 scénarios dans 5 spécialités différentes, c'est-à-dire soins critiques, obstétrique, gérontologie, oncologie et soins généraux. On veut s'ouvrir sur des pratiques qui sont novatrices en enseignement, donc pour développer des compétences cliniques, mais aussi des compétences numériques chez nos étudiants. Et finalement, on veut impliquer l'IA afin que le système s'ajuste à la progression de l'apprenant en complexifiant ou en simplifiant les situations cliniques. Donc, actuellement, on travaille beaucoup par arborescence, mais ce qu'on va vouloir dans le futur, c'est que le système réagisse en fonction de l'intelligence artificielle qui va émerger de là. Donc, ça va être un défi, mais ça va se faire. Au niveau du plan 2026-2028, c'est assez simple. Actuellement, on finalise les derniers livrables qu'on a avec les subventions qu'on a présentement. Ensuite de ça, en 2026, on parle aussi d'un plan de pérennisation. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de rédiger un plan d'affaires pour savoir comment ça va fonctionner précisément pour les années 2027, 2028 et plus. Pour 2027, on vise à stabiliser le système, assurer la sécurité informatique par le fait même. Donc, ce que vous avez vu en termes de plateforme, c'est une chose, mais en arrière de tout ça, il y a tout un système pour la mise à jour justement du système, la sécurité informatique, la gestion des licences, les clés d'activation, l'automatisation, certaines automatisations dans les mises à jour, etc. Et au final, pour 2028, on veut lancer le projet. Donc, janvier 2028, on vise le lancement pour déployer un simulateur dans l'ensemble du réseau d'enseignement qui voudra l'utiliser, donc les constituants qui voudront utiliser le système.
et d'assurer aussi la mise à jour du système pour pouvoir poursuivre l'innovation par le fait même. Mais comme je disais tout à l'heure, tout ça demande le financement qu'il faut, que le Mhm. financement suive. Ça, exactement. Puis je pense qu'il faut mentionner aussi, Daniel, que l'unité virtuelle de soins à l'UQAR et dans d'autres consultantes, dont l'UQAT, est utilisée, même si on est à l'étape de finaliser les derniers livrables, on l'utilise déjà. Donc, il faut comprendre qu'on n'attend pas 2028 avant de l'utiliser. Il y a des tests qui sont faits, il y a des modules qui sont déployés en enseignement. On a des auxiliaires d'enseignement de recherche qui sont formés à démarrer les systèmes. C'est juste que parfois, il y a encore quelques bugs du système Puis en même temps, c'est bon l'expérimentation parce que ça nous permet justement de dire où sont les défauts pour pouvoir les corriger. Exact. À cet effet-là, je- je lance l'idée, mais j'aimerais tu sais, verbaliser qu'avec l'UQAM, on a déjà pris une entente pour que vous aussi, vous l'utilisiez dans vos laboratoires. Ça nous aidera aussi à faire les développements si vous découvrez des bugs qu'on ne connaissait pas déjà. Donc, on n'attend pas 2028 avant de le déployer, mais 2028, ça va être un système qui est fiable, actuel, solide, pertinent, et, mais qui va demander là, le plus de 2028. Ça veut dire qu'il va demander quand même la participation d'une équipe restreinte pour éviter la désuétude, puis l'obsolescence, puis permettre au fait à l'environnement de naviguer ou de migrer là, vers des nouveaux systèmes. Puis qui sait, peut-être est-ce qu'on aura des nouveaux partenariats pour faire des nouveaux développements, mais 2028 sera l'année où on aura un système qui sera de qualité commerciale, on pourrait dire ça comme ça. Exact. Et Et je puis, vais je te laisser conclue. filer, Frédéric. Ouais, c'est ça, je vais te laisser filer pour être Ah, la dernière vas-y, planche. vas-y, Daniel. Vas-y, vas-y. OK, ben c'est parce que j'étais préoccupé par le temps, là. J'allais conclure, tu sais, rapidement en disant que si vous étiez dans l'environnement, vous le jugeriez assurément plaisant et attractif. C'est ce que les gens qui le laissaient nous disent. Que c'est vraiment un outil qui est complémentaire et assez flexible qui permet dans plusieurs domaines de développer ou de parfaire ses compétences. C'est donc un projet interordre, c'est quand même un avantage, surtout si on a des programmes deck-back, de connaître les réalités interordres. Il est accessible dans toutes les régions du Québec, c'est-à-dire qu'avec son mode clavier-souris ou avec ses capsules vidéo, on peut s'affranchir là, de tout ce qui est du gros kit immersif. Donc, c'est un projet qui est sociétal, ça, on le nomme souvent, avec des retombées concrètes pour nos apprenants et nos partenaires. Et je conclus en disant que cette initiative est quand même assez compatible avec les ambitions du plan de transformation numérique du ministère de l'Enseignement supérieur. Et pour conclure rapidement, voici nos partenaires du moment. Donc, on voit qu'on est à l'international et bien ancré à l'intérieur là, du Québec. Et puis, voilà, si vous voulez en savoir plus, on vous invite à visiter notre site unitévirtuelle.ca. Donc, notre deuxième panéliste aujourd'hui, Marc-André Reed, est un infirmier de la relève, un infirmier clinicien et un professionnel en transformation numérique et en gestion de projet qui œuvre à l'amélioration des soins de santé par l'utilisation réfléchie de la technologie. Donc, Marc-André est un collègue qui travaille dans le réseau. Il occupe actuellement le poste de chef de l'information infirmière au CIUS du centre-ouest de l'île. C'est le premier et je pense encore le seul infirmier à avoir ce poste-là. Ce poste a été créé avec et pour lui. Euh, Puis, à travers ce poste-là de chef d'information infirmière, il contribue à la mise en place de solutions numériques qui visent à soutenir les équipes cliniques puis améliorer l'expérience des patients. Il est évidemment issu du milieu des soins infirmiers, puis formé en administration et en gestion de projet, puis il s'intéresse à la façon dont les outils numériques peuvent simplifier les processus, soutenir la pratique clinique, puis favoriser des soins sécuritaires. Il travaille avec des équipes multidisciplinaires, un paquet de monde sur le terrain pour identifier des besoins, des solutions, euh, et il cherche avant tout à mettre la technologie au service de l'humain. Donc, merci beaucoup d'être là, Marc-André. La parole est à toi. Merci beaucoup, Nathalie, pour l'invitation. Puis merci aussi aux gens de l'UQAM là, pour l'organisation du webinaire. Là. Fait que William qui nous a préparé à l'avance, puis Elsa, je pense, midi, là, qui nous a fait rentrer dans la salle. Et puis là, je vais prouver que je suis pas capable de faire deux choses en même temps et je vais partager mon écran.
Voilà, voilà, voilà. Merci pour l'introduction, Nathalie. Donc, Marc-André Reed, effectivement, infirmier clinicien, chef de l'information infirmière. Donc, en anglais, là, c'est Chief Nursing Information Officer. Je pense encore que je suis le seul qui a ce titre-là spécifiquement. Là. Donc, CNIO, là, ou Chief Nursing Information Officer, c'est un titre qu'on voit là, beaucoup dans d'autres juridictions, là, dans le reste du Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie. Donc, puis, tu sais, j'en parle un peu de qu'est-ce que ça mange en hiver, un CNIO. Mais je travaille effectivement là aussi au centre-ouest de l'île de Montréal. Je suis aussi sur le conseil d'administration de l'Ordre des infirmiers et infirmières. Donc, c'est moi qui a été élu là, pour la région de Montréal-Laval. Et puis oui, infirmier de la relève, mais quand même, ça fait une bonne décennie là, cette année que je fête là, à travailler dans le réseau, dont euh, 5 ou 6 là, comme chef d'information infirmière. Donc, effectivement, là, qu'est-ce que ça mange en hiver, un chef d'information infirmière? Il y en a probablement d'autres personnes dans le réseau qui occupent une fonction presque similaire ou quoi que ce soit, ou qui ont des responsabilités qui ressemblent un petit peu à ce que je fais. Mais de le nommer avec un rôle, puis de mettre justement ça dans l'organigramme, c'est quelque chose, je pense, qui apporte vraiment plus de plus-value, là. Bon, je suis biaisé parce que j'en suis un. Mais essentiellement, moi, mon rôle, c'est de faire le pont entre la pratique infirmière et la technologie avec un grand T. Donc, et toutes les personnes qui travaillent justement à nous prodiguer cette technologie-là. Euh, je m'amuse à dire que je suis un double vulgarisateur parce que d'un côté, quand je parle aux gens des ressources informationnelles, il faut que je leur vulgarise un peu c'est quoi la réalité d'être une infirmière sur le terrain, de donner des soins, les besoins pour les patients. Quand je retourne du côté des infirmières, il faut que je vulgarise un petit peu la technologie en elle-même, les limitations, comment bien l'utiliser, puis les choses que ça peut faire puis ce que ça peut pas faire. Et quand on a justement là, cette traduction-là, je trouve que c'est là qu'on a la plus belle des synergies, puis qu'on arrive justement à mettre la technologie au service de l'humain. Donc, c'est quand moi, je suis très fervent là-dessus, là, où il faut mettre vraiment des cliniciens dans la même salle que les personnes qui conceptualisent la technologie, qui la déploient, qui la configurent. Si on laisse à purement des gestionnaires de projet ou purement à un plan qui est établi à l'avance, généralement, la technologie est peut-être un petit peu moins adaptée ou les solutions qu'on met de l'avant sont peut-être un petit peu moins adaptées là, aux besoins des cliniciens et ultimement des patients. Donc, cette traduction-là, c'est ce que je fais là, au quotidien. J'aime aussi dire que je fais du chialage institutionnel, donc je fais l'advocacy des infirmières en continu. Là, donc, je me plains souvent là, justement là, des besoins que les infirmières ont en termes de technologie, en termes d'outils, en termes de processus pour s'assurer justement là, que quand vient le temps de faire des appels d'offres ou quand on planifie justement là, des remplacements d'équipements, ben, qu'on se rappelle justement que les infirmières sont le corps professionnel là, le plus nombreux là, dans le réseau de la santé. Puis souvent, les professionnels qui sont presque le plus proches des patients en continu, dépendamment des milieux de soins, là. Encore une fois, je suis infirmier, donc je suis biaisé, mais je trouve qu'on fait un travail vraiment fantastique. Donc, de nous donner les bons outils, là, ça nous permet de donner des meilleurs soins. Donc, moi, c'est mon rôle là, d'assurer d'avoir cette voie clinique-là dans la gouvernance de ce qu'on fait là, dans notre établissement. Puis la dernière chose aussi, moi, ce que je m'efforce à faire, là, c'est outiller les infirmières. Donc, leur donner vraiment là, concrètement là, les outils qu'ils ont besoin pour justement utiliser la technologie comme il faut. Donc, essayer d'adapter leur environnement de soins pour que justement là, elles puissent interfacer avec cette technologie-là, avec ces outils-là plus facilement. Euh, je suis très content là aussi, là, tu sais, ça passe par un bon Wi-Fi, ça passe par des bureaux virtuels là, qui nous permet, là, avec notre carte d'identité, là, de passer d'un ordinateur à l'autre sans interruption, là. C'est comme si on était toujours sur le même ordinateur, mais on peut se promener, là. On sait à quel point les infirmières sont très mobiles. Euh, et puis, tu sais, toutes sortes d'outils, là, justement, là, de s'assurer qu'on ait quelque chose de solide. Donc, c'est ce que je fais au quotidien. Avant de rentrer dans qu'est-ce que je fais, je voulais rappeler aussi le pourquoi on fait de la transformation numérique, pourquoi est-ce qu'on fait de l'implantation de ces solutions-là. Euh, Tu sais, des fois, je vois tu sais, des projets, là, puis l'objectif, c'est la transformation numérique. L'objectif, c'est pas la transformation numérique. L'objectif, c'est de donner des meilleurs soins, c'est de rapprocher là, le professionnel des patients, c'est d'humaniser les soins, c'est s'assurer aussi d'être peut-être un peu plus performant aussi, d'être capable de voir plus de patients à temps dans les délais. Et on utilise justement les outils technologiques pour faire tout ça. Donc, je trouvais ça important de le rappeler, là, certains des défis qu'on a adressés et là où la technologie, je pense, peut vraiment nous aider. Donc, on sait qu'on a une pénurie slash des problèmes de rétention de main-d'œuvre là, au niveau des soins infirmiers. Là, ça, je pense que c'est quand même assez généralisé un peu partout. Ça fait des années qu'on en parle, là, mais le vieillissement de la population puis l'augmentation de la complexité des soins, je pense qu'on est en train de le vivre, là. Donc, souvent, les patients se présentent avec plusieurs comorbidités, des problèmes sociaux, des problèmes de santé mentale, tout ça tous ensemble. Donc, ça nécessite une bonne coordination, une bonne collaboration multidisciplinaire, beaucoup de communication. Donc,
On a besoin, là, justement, là, on ne peut plus juste avoir du papier puis du crayon puis des fax pour donner des soins rapidement. Donc, on est rendu à l'ère, justement, où on a besoin de solutions un peu plus robustes. Et on a un gros déficit technologique et d'interopérabilité dans la province. Quand j'ai commencé ce rôle-là, j'étais plus jeune, là. Et puis, quand je faisais de la formation là, avec les infirmières à l'hôpital général juif au Centre-Ouest, je m'amusais à dire qu'il y a certaines solutions qui sont disponibles dans le réseau qui dataient d'avant ma naissance. Puis à chaque année, je répète la même joke parce que c'est toujours le cas, puis c'est toujours actuel, mais plus les années passent, plus je suis plus vieux aussi et plus ça commence à devenir triste. Donc, on a un rattrapage à faire, là, justement. Là. On a beaucoup de systèmes qui travaillent en silo. Ça devient difficile, là, justement, pour un patient de naviguer son propre cheminement de soins, dans le fond, là, quand il passe à travers différents secteurs ou différents établissements. Donc, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Puis, en trame de fond, ben, le réseau de la santé a été réorganisé là, sous une nouvelle agence qui s'appelle Santé Québec. Évidemment, je pense qu'on est tous au courant. Et ça va amener plusieurs transformations, des changements de protocole, des changements de façon de faire, des changements de gouvernance. Et les cliniciens sont très sensibles à tout ça. Donc, peut-être que du jour au lendemain, on change d'outils, on change d'équipement. Ça nécessite beaucoup de soutien. Donc, je pense que c'est ces quatre sphères-là où la technologie peut nous aider vraiment là, à donner des meilleurs soins aux patients. Euh, Plus spécifiquement, en soins infirmiers, euh, tu sais, puis la première passée, là, ne me citez pas incorrectement. Là, il en manque probablement des infirmières, là, des postes. On aimerait s'en avoir plus, c'est sûr et certain. Mais je pense que la chose qui manque le plus au réseau de la santé, c'est des soins infirmiers. Parce que malgré le fait qu'on a 86 000, je pense, infirmiers là, dans la province, il y a une bonne portion du temps des infirmières qui n'est pas passée à donner des soins infirmiers aux patients. Donc, tout ce potentiel-là qui n'est pas exploité, qui les empêche d'utiliser leur plein champ de pratique, bien, ça a un impact évidemment, là, ça a un impact sur la qualité des soins qu'on est en mesure de donner. Puis souvent, c'est des surcharges administratives où on donne des tâches à valeur non rajoutée aux infirmières, des tâches répétitives, où on a implanté une certaine technologie, mais on l'a pas intégré comme il faut, fait que les systèmes ne communiquent pas. Fait que là, ça prend quelqu'un qui fait le pont entre ces deux systèmes-là, et puis bien souvent, c'est des infirmières. Donc, les infirmières se retrouvent à être comme la colle du réseau de la santé, puis pendant qu'elles sont en train de faire ça, ben, elles ne sont pas en train de donner des soins infirmiers. Chez nous, on a fait juste un peu avant la pandémie, là, donc ça commence à dater, mais je pense que les constats qu'on avait faits à ce moment-là sont toujours les mêmes, là, sont toujours les bons. On est allé faire un time motion study, c'est-à-dire qu'on est allé voir les infirmières de l'hôpital à toutes les 10 minutes pour voir qu'est-ce qu'elles faisaient de leur corps de travail. Donc, est-ce qu'elles étaient en train de donner des soins, des médicaments, communiquer avec le patient, tout ça. Et ce qu'on a découvert, dans le fond, c'est que 35 du temps, les infirmières le passent à documenter de l'information plutôt qu'à être auprès de leurs patients ou à faire des actions là, qui est issues là, directement de leur champ de compétences. Donc, 35 du temps d'une infirmière peut-être là, dans un contexte hospitalier. Donc, tu sais, par exemple, si j'ai 5 patients qui sont sous ma responsabilité, 35 je l'enlève. On avait découvert aussi là, qu'il y avait comme un 10 à 15 où les infirmières communiquaient de l'information à d'autres professionnels qui n'étaient pas accessibles dans le bon système. Donc, par exemple, là, un infirmier du CLSC n'a pas accès au dossier de l'hôpital, donc devait appeler quelqu'un pour obtenir de l'information. Puis encore une fois, bien souvent, c'est l'infirmière. Donc, ça pouvait représenter jusqu'à 50 du temps qui n'était pas passé à donner des soins. Donc, on prend nos 5-6 patients, on enlève 50 du temps, on rajoute les pauses que les infirmières sont supposées prendre dans leur quart de travail, là, auxquelles ils ont droit, qu'ils ne prennent souvent pas là, par dévouement. Là. Et puis, on se retrouve à réaliser que les patients ne nous voient pas très souvent. Puis les infirmières nous le disent effectivement là, qu'on veut passer plus de temps auprès de nos patients. Donc, la technologie peut nous aider. Puis nécessairement aussi là, l'intelligence artificielle, fait que c'est le buzzword, je pense, de l'année puis de l'année passée. Là, moi, je m'attends là, dans les prochains mois à avoir un toaster avec un module d'intelligence artificielle pour être sûr que ma toast est bien est au bon degré de grillage. Là. Donc, je pense qu'il y a des projets qu'on est en train de faire chez nous aussi au Centre-Ouest là, qui sont très prometteurs. Mais avant de rentrer là-dedans, je voulais juste être sûr que ça soit clair aussi là, de qu'est-ce que la technologie ou l'IA ne peut pas faire. Parce que souvent, là, j'en entends parler, je le vois, puis il y a des fois, là, il y a ce calcul comptable là, qui est très tentant de dire que si on enlève certaines tâches à certaines personnes, puis on les donne à la technologie, bien qu'on puisse retirer ces personnes-là. Je pense pas.
Donc, remplacer des infirmières par la technologie, notamment là, tu sais, tout ce qui est la relation thérapeutique auprès des patients, tout ça, je pense que c'est pas très winner, mais aussi, euh, c'est pas comme si on avait, on a un besoin de réinvestir ces soins-là, ce temps-là dans les soins. Fait qu'on a un déficit là, de temps en ce moment là, qu'il faut réinvestir dans les soins pour donner des soins à temps aux patients, sachant qu'il y a plusieurs défis là, que j'ai mentionnés au début, le vieillissement de la population. Je pense, Nathalie, tu nous mentionnais que peut-être un prochain webinaire sur justement l'impact des changements climatiques justement sur le réseau de la santé. Donc, tout ça, c'est des défis auxquels il va falloir faire face. Donc, on ne peut pas remplacer du personnel clinique par la technologie en s'attendant que justement là, les soins vont se donner. Donc, ça va prendre toujours des infirmières. Et la chose aussi que ça ne remplace pas, c'est le jugement clinique. Donc, la technologie est là pour nous aider. Là. Donc, il y a cette phrase-là qu'on utilise des fois. Là, donc, l'IA propose, l'infirmière dispose. Donc, ultimement, là, l'intelligence artificielle, c'est un outil comme n'importe quel autre, comme un stéthoscope, comme une voiture, comme une calculatrice. Donc, si tu conduis mal ta voiture, puis tu as un accident, ben, c'est ta responsabilité. Si tu mets les mauvais chiffres dans la calculatrice ne va pas te le dire, tu vas avoir un résultat incorrect, c'est ta responsabilité. Si tu n'utilises pas ton stéthoscope pour bien ausculter, ben, tu n'entends pas ce que tu es supposé entendre, tu ne fais pas les bons constats, tu ne fais pas la bonne évaluation. Donc, l'intelligence artificielle est là pour nous aider à faire des tâches là, qui sont peut-être un peu plus simples, un peu plus répétitives, pour nous sauver du temps, pour faire un premier brouillon. Mais au final, quand on utilise un outil comme celui-là, comme n'importe quel autre outil, on y met notre responsabilité aussi. Donc, ça, je trouvais ça important là, de le mentionner. Notre code de déontologie là, en soins infirmiers nous le rappelle. Donc, deux petits projets super intéressants qu'on est en train de faire chez nous, qui, je pense, justement, là, vient d'adresser ces problématiques-là. Donc, le ambient listening ou le AI scribe, donc la documentation là, ou la dictée intelligente. Donc, on a commencé à faire des projets pilotes là, avec nos IPS, avec nos médecins, avec nos infirmières dans les unités de soins. Essentiellement, tu sais, par exemple, là, si je suis IPS, je vais recevoir un patient qui a son rendez-vous dans mon bureau. J'obtiens un consentement là, justement pour utiliser l'outil. Là. Donc, j'explique à mon patient justement là, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette petite bébelle-là. Et il y a un micro dans la salle qui va écouter notre conversation. Et moi, comme professionnel de la santé dans cette situation-là, ben, je peux me concentrer sur mon patient. Donc, je vais commencer mon évaluation, je vais poser des questions, euh, je vais, euh, je vais obtenir des réponses de la part de mon patient. Donc, quand il va me répondre à mes questions, quand il va me signifier certaines informations, ben, je vais les écouter. Puis, le petit micro écoute aussi. Et puis, au terme, là, justement, là, de cet entretien-là, ben, l'intelligence artificielle va faire un brouillon de notes pour moi. Ce que ça veut dire pour le clinicien, c'est que, puis en fait, je vais commencer avec pour le patient. Là. Ce que ça veut dire pour le patient, c'est que peut-être qu'on a l'impression que le professionnel de la santé nous écoute à 100%. Si vous êtes allé voir votre médecin ou un professionnel de la santé récemment, là, souvent, ils ont soit des ordinateurs, soit le dossier, puis ils sont soit en train de taper, soit en train d'écrire des notes, parce que justement, s'ils ne le font pas sur le coup, tu sais, ils peuvent oublier, ou ils n'auront peut-être pas le temps à la fin de la journée pour rattraper leurs notes, ou sinon, s'ils le rattrapent, ben, ils vont partir plus tard. Donc, cet outil-là là, me permet justement là, de me libérer un tout petit peu là, de cette encre-là là, qui est l'ordinateur ou le dossier là, pour entrer en contact avec mon patient. L'autre chose aussi, c'est que ça change un petit peu la façon que les professionnels font leur évaluation. Donc, pour que le modèle, là, pour que l'outil entende mon évaluation, il faut que je la dise à haute voix. Donc, par exemple, si j'ausculte, je vais dire à haute voix, ah ben j'entends telle chose à tel endroit, tu sais, j'observe telle chose à tel endroit. Donc, l'heureuse conséquence que ça semble avoir en ce moment, là, qu'on est en train de voir, c'est que les patients entendre ces observations-là, peuvent les corriger au besoin s'ils ont une perspective différente ou si c'est pas exactement ça qu'ils vivent. Et puis aussi peuvent, tu sais, ça peut initier certaines questions sur leur propre santé pour qu'ils soient capables d'en prendre en charge. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et qu'est-ce que ça implique pour moi? Donc, ça a des belles retombées pour les patients. Pour les professionnels, après, la note est rédigée dans un gabarit là, qui est prédéfini à l'avance. Et puis, évidemment, là, tu sais, dans le fond, je dois faire des corrections ou des ajouts. Je dois le lire, dans le fond, pour être sûr que la note est exhaustive puis est exacte. Et puis, je fais mes petites corrections. Une fois que c'est terminé, je peux la signer électroniquement et j'ai terminé. Donc, l'objectif de tout ça, là, c'est d'améliorer la satisfaction des professionnels de la santé par rapport à tout ça. Là. Souvent, la documentation, faire des notes, c'est pas nécessairement la chose qui est le plus intéressant pour les professionnels de la santé. Et de l'autre côté aussi, si ça leur sauve du temps, mais ça peut vouloir dire que
on va partir à temps ce soir, et ou sinon qu'on peut voir plus de patients et ou qu'on peut laisser plus de temps aux patients dans les rendez-vous qu'on a pour leur laisser poser des questions pour s'assurer qu'ils se sentent entendus. Mais comme n'importe quel outil, il y a toujours des, euh, des petites limites. Donc, si le micro là n'entend pas correctement, si on ne parle pas très fort, bien évidemment, là, l'outil ne fonctionne pas à 100%. Il y a aussi, là, tu sais, ça nécessite quand même un bon support pour implanter un outil comme celui-là. Donc, un professionnel de la santé tout seul là, risque de passer beaucoup de temps à configurer l'application, à faire les gabarits. Ça prend certaines connaissances en prompt engineering, là. Donc, pour ceux qui ont utilisé là, des modèles d'intelligence artificielle, là, donc, dans le fond, poser la question là, ou donner les directives, c'est vraiment important d'être précis. Donc, le travail qu'on a fait, là, c'est de dire que de nommer dans l'outil, là, ben, quand un patient dit telle chose, résume l'information dans telle section du gabarit. Quand le professionnel de la santé dit telle chose, résume l'information dans telle portion du gabarit. Et ça nécessite là, du trial and error là, jusqu'à temps qu'on ait un gabarit là, qui soit fonctionnel, là. Donc, pour certains des outils, là, on va aller jusqu'à 5 ou 6 versions même, là, jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui est très efficace. Donc, ça, c'est un bel outil là, qu'on a commencé à déployer puis à tester. On l'a testé justement là, avec des IPS, des médecins dans un contexte plus de clinique, là, donc tu sais, un patient dans une salle. Puis là, on est en train de le tester dans les unités de soins directement. Là, fait que, tu sais, on met vraiment là, l'équipement à rude épreuve. Là, donc, c'est un milieu où il y a du bruit, il y a des cloches d'appel. Donc, on veut vraiment là, on veut vraiment voir jusqu'où ça peut aider les professionnels. Puis le feedback qu'on a jusqu'à présent là, est quand même assez positif. Donc, ça, c'est un premier exemple là, euh, d'outils là, qu'on est en train d'implanter qui a un impact, qui va avoir un impact là, quand on va être en mesure de l'implanter de façon plus globale. Le deuxième, en fait, c'est un autre, là, tu sais, puis ça vient adresser là, tous ces changements-là qu'on a. Donc, des nouveaux protocoles de soins, des nouvelles politiques et procédures, là, tu sais, ça arrive, il faut les remettre à jour souvent. Il y a des nouvelles façons de donner des soins. Et puis, on a une limite de ce que nos conseillers en soins infirmiers, que le personnel de support peut là, pour faire la gestion de changement de toutes ces politiques et procédures-là. Déjà que ça prend énormément de temps, juste les réviser, ces politiques et procédures-là, les faire approuver, les mettre en opération, là. Donc, euh, l'outil qu'on pensait utiliser pour ça, là, c'est dans le fond, il y a des modèles qui nous permettent de déposer toutes ces politiques et procédures-là dans un environnement et de faire un petit chatbot, une petite interface là, pour les cliniciens qui peuvent poser des questions rapides. Donc, par exemple, là, je sais pas, moi, j'ai une réaction transfusionnelle pour un patient, puis je me rappelle plus c'est quel formulaire qu'il faut que je remplisse. Ben, tu sais, c'est sûr que la priorité, c'est de donner des soins aux patients, s'assurer qu'ils soient en sécurité. Donc, tu sais, toutes ces interventions-là. Mais quand vient le temps après ça de suivre, puis de faire les bons suivis, puis les bonnes communications, ben, des fois, c'est difficile d'aller voir la politique, de filtrer à travers les 60 pages qu'elle dure, puis de trouver la bonne information. Donc, avec ces petits outils-là, on peut tout simplement poser la question rapidement, trouver la bonne information, puis faire les bonnes interventions puis les bons protocoles. Donc ça nous aide beaucoup là, ça va nous aider beaucoup pour faire la gestion du changement, l'accompagnement des équipes, tu sais, diminuer un petit peu la surcharge cognitive, là. Donc, est-ce qu'il faut que j'aille dans l'intranet, dans quelle section de l'intranet pour trouver telle politique et procédure? Euh, donc, tu sais, c'est un outil qui a énormément de potentiel. Par contre, encore une fois, tu sais, l'outil est aussi aiguisé que comment est-ce qu'on le maintient. Donc, si on met des politiques et procédures qui sont plus à jour ou plus ou pas exactement exact ou pas bien dans le fond configuré ou qu'on n'a pas la bonne version, mais c'est sûr que l'information qu'on donne aux gens n'est pas la bonne, puis l'adoption à long terme là, va revenir au fameux bouche à oreille. Donc, c'est deux petits projets là, qu'on est en train de faire. Il y en a d'autres là, qu'on fait aussi au Centre-Ouest là, qui sont vraiment intéressants. Donc, on a une unité, un hôpital virtuel où on fait des soins à distance avec nos patients. On est en train de travailler là, sur un merveilleux système qui va intégrer là, un petit peu là, les processus cliniques des infirmières. Donc, il y a énormément là, de potentiel là, dans cette route-là pour améliorer les soins. Mais, puis je le mets toujours en lumière, là, c'est qu'il faut toujours aussi s'assurer que on le fasse pour les bonnes choses. Donc, pas juste pour des statistiques ou pas juste pour obtenir des données, mais qu'on le fasse vraiment pour outiller les cliniciens à bien travailler. Euh, et puis, il nous en reste encore beaucoup à faire, là. Donc, il faut augmenter les compétences numériques des infirmières. Donc, souvent, là, quand on introduit un projet comme ça, la première chose que les infirmières nous disent, c'est ah non, moi, je suis pas très bon en techno. Donc, tu sais, faut continuer de les accompagner, de les supporter puis de les encourager. Puis une fois qu'ils les utilisent, ben, on réalise finalement que les infirmières sont pas mal bonnes à utiliser la technologie, là. Souvent, c'est elles qui vont rapporter des bugs, des problématiques.
ou qui vont nous donner des besoins justement pour la rendre meilleure, là. Donc, intégrer puis utiliser là, le feedback des infirmières, c'est vraiment super utile dans les projets qu'on fait. La gestion du changement. Souvent, les infirmières ont cette, euh, cette perspective-là que la technologie doit être parfaite tout le temps, alors que c'est pas le cas. C'est un outil, comme je disais, là, comme un autre. Puis, tu sais, si c'est déjà mieux que les processus actuels ou plus sécuritaire ou plus rapide ou plus agréable, ben, ça vaut la peine de s'intégrer, mais ça sera jamais vraiment parfait. Euh, Prioriser les bonnes technologies. Puis, tu sais, il reste à investir là, massivement, là, je pense, dans les infrastructures technologiques existantes, là. Donc, ça, c'est un gros défi que le réseau de la santé a à surmonter. Donc, voilà ma petite présentation là, sur les petits projets qu'on est en train de faire. Euh, Nous allons maintenant passer à Nathalie Lasselle. Donc, Nathalie, que dire? Nathalie Lasselle est une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivée à l'UQAM. Ça fait seulement depuis le mois de juillet que j'étais à l'UQAM. Mais je pense qu'il y a eu des atomes crochus immédiatement. Euh, Moi, comme prof infirmière, j'ai beaucoup de compétences, d'expertise en soins, euh, mais pas toujours autant que je voudrais en pédagogie, parce que j'ai pas étudié en pédagogie ou en didactique, j'ai étudié en soins. Donc, Nathalie, elle est professeure titulaire en didactique de la littératie médiatique au département de didactique des langues de l'UQAM. Elle est directrice de l'équipe en littératie médiatique multimodale, voyons, co-responsable du labo 1P1, qui est un laboratoire d'expérimentation de réalité étendue. Elle est co-responsable du laboratoire virtuel québécois de l'édition et de l'éducation aux œuvres numériques pour la jeunesse. Elle est rédactrice en chef de la revue Multimodalité. Elle a dirigé une vingtaine de projets de recherche sur les compétences à lire et produire des œuvres numériques, notamment avec des outils d'intelligence artificielle, en partenariat autant avec des milieux culturels, scolaires que communautaires, puis elle a publié probablement au moins une centaine d'articles et d'ouvrages. Euh, Elle est vraiment dans une perspective interdisciplinaire. Elle s'intéresse aux modalités d'expression puis de compréhension des contenus à l'aide justement de dispositifs technologiques dont on a entendu parler aujourd'hui, qui sont en constante évaluation, puis qui misent aussi sur la variation des modes visuels, textuels, sonores, puis dans les espaces numériques et virtuels. En 2019, elle a obtenu le prix d'excellence en recherche de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM et en 2025, le prix ACFAS Adrien Pouliot pour la coopération scientifique avec la France. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous une sommité dans le domaine. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui, Nathalie, et la parole est à toi. Donc voilà, je vais faire des liens probablement avec les deux présentations précédentes. Je remercie tout le monde, Nathalie de m'accueillir vraiment, et aussi les collègues qui viennent de présenter, qui font des choses fascinantes, tout à fait complémentaires. Vous allez voir plein de croisements avec ce qu'on essaie nous aussi progressivement de mettre en place. Donc oui, je fais partie d'un laboratoire sur les réalités virtuelles qui s'appelle 1P1. C'est un espace physique pour un espace virtuel. En fait, on travaille en collaboration, la faculté d'éducation, la faculté d'art et maintenant la faculté de santé. Mais on est au tout début de nos collaborations avec santé à penser la manière dont on peut utiliser un espace pour la formation, à travers des œuvres qui peuvent être créées avec des artistes, notamment avec des procédés tout à fait récents et empruntés notamment aux jeux vidéo, puisqu'on a un Fonds canadien de l'innovation qui nous permet bon, on est allé en appel d'offres et on a pu obtenir donc le soutien pendant plusieurs années d'une boîte de jeux vidéo à Montréal qui fait de la réalité virtuelle et qui va nous aider à travailler tout l'aspect esthétique, ergonomique, des points de rupture aussi qu'on a identifiés dans la VR, notamment la collaboration, la perception de son corps dans l'espace et la déambulation dans l'espace. Souvent, on est comme contraint dans des petits espaces et puis on voudrait travailler à des gabarits qui nous permettraient par exemple, de paramétrer des espaces qui se retrouvent dans les hôpitaux ou dans les écoles et qui nous permettent de créer nos propres contenus en VR, puis que ce soit facile, accessible. Donc, c'est vraiment l'objectif là, ultime. Et ce labo permet aussi d'accueillir des personnes en formation. Donc, c'est un laboratoire qui est ouvert sur à la population et donc pas uniquement là, pour des usages de recherche.
Donc aussi des usages de formation. Alors, j'avais un mandat quand même aujourd'hui d'essayer de relier les concepts, le domaine de la littératie appliqué aux réalités étendues, puisque c'est quand même mon domaine, la littératie, donc c'est ce dont je peux le mieux parler. Et je pense que quand on parle de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle, on peut difficilement éviter la question de la littératie, hein, comment on comprend, comment on s'exprime. En éducation artistique, parce que c'est le domaine qui est complémentaire là, avec lequel on travaille, et celui de la santé pour lequel je propose des applications, notamment définitionnelles. Donc, je vais être un petit peu conceptuelle au début de la présentation, puis un peu plus concrète, puis après je vais vous montrer, là, j'ai même fait un petit plan. Euh, et je vais terminer là, sur des exemples plus concrets, un peu comme Marc-André, mais sans les avoir testés. T'es déjà plus avancé, Marc-André, dans les milieux, mais tu vas voir apparaître certaines applications là, qui sont conceptualisées, puis pour lesquelles on a déjà des données de recherche. Donc, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, là, c'est ça que j'ai essayé de faire, et les dispositifs de réalité étendue. En fait, je m'intéresse aux deux, mais comment les réunir? Il faut les penser en fait en termes de profondeur de transformation profonde de la littératie dans toutes ses dimensions. Donc à la fois cognitive, sociale, critique, technique et culturelle, et comment ça vient changer aussi la finalité de ces compétences auxquelles on ajoute là, toutes les compétences numériques. Donc étudier le développement des compétences numériques à l'interface de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle permet de s'interroger sur l'impact de ces technologies sur l'appropriation et la transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Tout un plan, hein. Je pense que c'est un plan de carrière, moi qui est quand même bien avancé dans ma carrière, là, il va falloir des jeunes pour mettre ça en œuvre. Donc, je vous propose des définitions au départ pour un peu se faire une tête là, sur c'est quoi, quand on mobilise notre littératie de la XR, de l'IAG, dans le domaine de la santé et dans le domaine des arts, puis comment tranquillement vous allez voir que les choses se relient, se rejoignent. Comment les applications de la littératie peuvent s'appliquer en contexte de soins infirmiers, puis quelles sont les recherches là, actuelles et à venir. Donc, pourquoi le concept de littératie? Ben, littératie, vous devez l'entendre souvent, là, c'est un concept qui est beaucoup utilisé à l'international depuis que les grandes organisations comme l'OCDE ou l'UNESCO en ont fait là, des objectifs de développement et notamment autour du pouvoir d'agir des personnes, leur agentivité. Donc, c'est un concept qui fait son chemin et qui permet de nous distancier d'avec l'idée que savoir lire et écrire sont les seuls moyens de pouvoir comprendre, interpréter, juger et passer à l'action. Donc, c'est important depuis qu'on admet donc ce concept de littératie, on se détache un peu de la modalité qui nous permet de comprendre, ce qui fait qu'on peut en introduire plein d'autres, là, notamment l'image, les infographies, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, et que tous ces outils-là, langagiers, finalement, sont au service de la compréhension, de l'interprétation, du jugement et de l'action, mais dans toutes les sphères de savoir, et ça s'applique évidemment au domaine de la santé. Si on parle de définition générale de la XR, donc on dit que justement la XR nous permet de comprendre, utiliser, interpréter, questionner de manière critique les environnements immersifs et les technologies de réalité étendue. Donc ça se décline, là, je vais vous en donner quelques-unes de ces habiletés là, dans une définition plus contextualisée juste après. Si on parle en termes de XR en éducation artistique, donc on va s'intéresser aux environnements immersifs comme médium, comme objet critique au service de la création, de la formation artistique, de la culture, de la sensibilité esthétique, de la construction du regard critique toujours encore, et les fameux dangers là, des technologies immersives dans des environnements notamment là, de socialisation. Où il y a toute une éducation à faire là, sur les dangers là, notamment de nos données privées. Donc, former à la littératie de la XR, là, dans le domaine de l'éducation artistique, mais vous allez voir que ça s'applique à tous les domaines qui utilisent la XR, c'est quand même développer des habiletés qui nous permettent de faire des agencements multimodaux spatialisés. C'est-à-dire, si j'ai une information à droite, à gauche, un peu comme dans le monde réel, il faut que je sois capable de traiter l'information autour de moi,
de bien sentir l'effet de présence des éléments autour, de développer donc ses capacités perceptuelles, sensorielles, navigationnelles. Je me déplace où, comment je sélectionne, manipule, je m'oriente dans l'environnement virtuel. Actionnel, tantôt, je pense que c'est Daniel qui parlait d'utilisabilité, d'accessibilité. Il faut aussi en prendre connaissance, donc, et tout ce qui est interactionnel avec les objets éthiques et propres, les critiques et éthiques et propres aux potentialités des dispositifs. Donc, un beau cours, finalement, qu'on pourrait rajouter à la formation, là, qui permettait de rendre tout le monde conscient de ce qui mobilise quand il est dans un environnement virtuel et que si ces aspects techniques-là sont dépassés, ben, on peut vraiment même augmenter nos capacités parce qu'on peut se tromper dans l'environnement virtuel. Donc, ça nous permet de se pratiquer sans danger, là, on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, la XR aussi va être donc une compétence professionnelle transversale qui permet aux soignants aussi d'intégrer les technologies immersives dans une logique de soins global, sécuritaire, humaniste, critique, éthique. Tout à l'heure aussi, Marc-André soulevait là, des éléments de faciliter son contact, travailler son contact, tu sais, faciliter le contact avec les autres, prendre une décision critique qui se met au service du patient et la formation critique la formation clinique va permettre l'amélioration des pratiques là, si on peut se pratiquer dans le contexte de la XR. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que si on développe des habiletés ou une aisance avec des casques de plus en plus accessibles, légers et qui nous renvoient à des environnements tellement réalistes qu'on peut vraiment mettre en pratique et même favoriser des soins à distance ou de l'accompagnement de soignants à distance aussi pour des régions plus éloignées, par exemple, si on développe ces compétences-là. Donc, littératie de l'IAG maintenant correspond à la capacité de comprendre, utiliser, questionner, encadrer de façon critique et éthique les outils d'intelligence artificielle générative. Encore là, en contexte d'éducation artistique, on va s'en servir comme outil médium et objet critique au service de la création, de la formation, de la culture, mais aussi de l'émancipation intellectuelle à travers des technologies qui vont travailler les imaginaires contemporains et qui vont résonner avec notre culture contemporaine. Donc, en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir réunir, Nathalie, là, ces expertises-là pour vraiment pouvoir toucher au cœur des personnes, en fait, qui sont les sujets au cœur ben, qui sont les sujets au centre de nos préoccupations en santé. Donc, en santé, même chose, je répète le fait que ça s'applique aux pratiques de soins, de formation, d'organisation, puis je vais vous donner quelques exemples tout de suite après, ici. Donc, que permettent les interfaces de l'IAG et de la XR en contexte de soins infirmiers? Donc, j'en ai identifié quelques-uns. Moins de tâches, donc diminuer la répétition des tâches, diminuer la surcharge cognitive, aider au diagnostic, aider à l'utilisation de situations complexes, prioriser les tâches, synthétiser l'information multiple, on l'a dit tantôt, aider la documentation clinique, faire des rappels de protocole et je pense qu'on peut identifier encore plus de lieux d'intervention de l'intelligence artificielle, puis tout ça piloté par les soignants, parce que sans soignants, on peut rien faire avec l'IA. L'IA peut pas soigner, mais peut être en appui et en effet, là, dégager du temps. Donc, l'effet serait positif, serait une diminution de la surcharge mentale et du stress organisationnel, selon les recherches. Pour ce qui est de la réalité étendue, donc sécuriser les pratiques, on en a nommé, mes collègues tout à l'heure en ont nommé, simuler des relations soignants-patients qui peuvent être plus complexes, faire de l'apprentissage par immersion, développer le raisonnement clinique, gérer le stress, l'urgence et la crise, si on peut faire des simulations de crise par exemple, préparer aux situations rares, si on n'en rencontre pas tous les jours, ça peut être une manière de se préparer, développer son raisonnement, favoriser la formation sans risque pour le patient. Donc ça, c'en est encore
quelques exemples, mais qui pourraient éventuellement faire l'objet de différents modules là, si on veut mettre en place une formation et s'associer avec des personnes comme nos collègues qui ont présenté précédemment pour, euh, pour avoir des exemples concrets là, de comment ça s'applique puis comment on peut le faire avec des dispositifs. Et l'avantage serait l'intégration plus profonde de savoir et de gestes professionnels. Maintenant, quelles compétences numériques spécifiques à l'IAG et à la XR en contexte de soins infirmiers? Je vous en donne 4 exemples. Donc, formuler des prompts précis et pertinents pour générer des synthèses ou recommandations adaptées au contexte clinique. Vérifier la fiabilité, l'exactitude et la présence et la pertinence des informations qui sont générées. Donc, à force de s'exercer, à faire des prompts puis avoir l'information, il faut vraiment comme commencer. En fait, l'idée, c'est que ces dispositifs-là sont accessibles partout là, sur nos ordinateurs, nos téléphones, et puis il faut commencer à le jouer avec, puis voir si ce que génère l'outil ben, correspond à ses connaissances. C'est vous qui avez la connaissance. Vous pouvez la vérifier si vous n'êtes pas certaine avec les protocoles. Idéalement, un chatbot qui est nourri, comme Marc-André le présentait tantôt, avec tout un savoir qui est ciblé puis qui est vérifié, c'est exactement vers ça qu'il faudrait aller. Mais déjà, tous les dispositifs disponibles peuvent faire un bon travail, là, surtout si vous les nourrissez avec des données validées. Donc, développement de la coordination œil-main et du sens spatial pour des gestes techniques au niveau de la XR et gestion de la présence et de l'interaction avec des avatars ou des patients simulés au niveau de la XR. Ça fait partie des compétences numériques qu'on peut imaginer en ce contexte de soins infirmiers. Et je vais terminer avec quelques perspectives de recherche. Donc, l'étude des effets et des impacts des technologies de la réalité étendue, par exemple, des réalités étendues, là, quand on parle de des réalités, là, ça peut être de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Donc, on met une couche de réalité, de virtuel sur la réalité ou mixte. Donc, on peut travailler avec les deux aussi, apparaissent comme une voie prometteuse pour l'apprentissage dans la mesure où celle-ci offre une expérience éducative immersive et réaliste en maximisant le temps, l'espace et les ressources. Donc ça, c'est vraiment la force du dispositif. Et nous, notre intention, c'est de réunir donc l'éducation à la santé et aux arts pour penser une épistémologie des recherches de l'éducation avec les XR, évidemment autour de l'interdisciplinarité. On peut pas y arriver sans interdisciplinarité. Ça prendrait toutes les expertises dans toutes nos facultés pour optimiser là, la conception d'expérience XR qui aurait autour d'une pragmatique là, de la XR en éducation. Dans le domaine de l'éducation à la santé, des éléments liés à la XR comme l'immersion, la coprésence, qu'on appelle l'embodiment, sont identifiés comme pouvant être vraiment efficaces. Là, je parle de résultats de recherche, de plusieurs recherches dans le domaine. Donc, des recherches qui auraient soulevé le haut potentiel des environnements, influencé le comportement des patients, modifié aussi des connaissances. Donc là, on est plus du côté des personnes qui, suite à une intervention, vont prendre en charge leur santé via des dispositifs technologiques accessibles à la maison. Du côté de l'éducation aux arts, ben, c'est quand même lié, c'est qu'on peut continuer à travailler sur des nouveaux langages qui permettent des expériences sensorielles et sémiotiques inédites. Nathalie parlait d'une expérience qu'elle a vécue en VR sur une sensibilisation à l'Alzheimer. J'ai travaillé sur une œuvre qui sensibilisait notamment à l'aphasie avec des jeunes cégepiens qui sont sortis tout bouleversés parce que on peut vraiment se mettre à la place de ces personnes-là dans des expériences de troubles, hein, de troubles ou même ça pourrait être des problèmes de santé physique, là, pas juste en santé mentale. Donc, cela implique de savoir comment interagir avec des éléments virtuels, construire des connaissances à partir d'interactions et et d'évaluer, là, d'être capable d'évaluer ces expériences d'apprentissage avec les technologies. En conclusion, donc l'intersection entre les arts, la santé et les réalités étendues semble ouvrir une voie à la conception d'environnements immersifs qui sont adaptés aux besoins émotionnels, cognitifs, sociaux et physiques des individus. Et l'essor des connaissances en XR combiné aux avancées de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé semble
pouvoir transformer les manières d'enseigner, de soigner et de prendre soin. Donc, ça toucherait vraiment trois sphères là, de l'éducation en santé. Puis, ben, j'avais des petits exemples qui ressemblent un peu à ce que Marc-André a présenté. Donc, comment des lieux d'application, notamment en santé mentale auprès des adolescents. Moi, j'ai pu participer là, à ce projet-là d'art de la scène. Il y a aussi en gériatrie, en pédiatrie, là, des exemples très concrets là, d'éducation à la santé qu'on peut faire via les dispositifs numériques. Et ben, il y a toute la question des soins à distance là, qui permet entre autres d'avoir des soins spécialisés qui sont soutenus qui permettent de soutenir des soignants locaux par rapport à des peut-être des expertises qu'il n'y a pas localement. Donc, bref, j'ai l'air vraiment, vraiment très positive, mais il faut toujours rester évidemment vigilant, critique. Ça fait partie de la formation qu'on donne quand on accompagne dans le domaine de la XR et des IAG. Donc, ben, merci beaucoup.